Voilà. Mais je suis même pas. Ça va, je peux commencer? Non. Attendez que je m'installe. C'est déjà fait la vidéo. Est-ce que Tu peux y aller? il y a tout qui est en route là? Oui. Donc Tout est parfait. Vas-y. On n'attend plus que toi. tout le bug avec les ordi, c'est aussi filmé pour la postérité Exactement. sur YouTube. Et comme il n'y a pas de Tu peux montage, nous faire un versement pour qu'on se débarrasse des images. Ça marche. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Christophe, j'ai été invité pour parler de réflexion tirée de la forge. Donc, j'expliquerai exactement ce que c'est là. Comment je suis arrivé à cette position d'être la personne qui va parler de ça. C'est que j'étais aussi membre d'Orchidée à une époque, et puis il y a Vincent Mottier une fois qui m'a parlé d'un forum américain où ils font des trucs de fous, ils écrivent des jeux de rôle en 24 heures et tout ça. Je suis allé voir et puis j'ai croché, puis c'est justement ce forum-là, ça s'appelait la Forge, et il y a un certain nombre de participants qui ont développé des jeux, développé des réflexions, et en fait, mon but c'est de présenter une grille d'analyse pour des parties de jeux de rôle. Alors, je vais insister, et puis si j'oublie de dire, il faut toujours penser que je parle surtout de parties de jeux de rôle. Je parle pas... Ah mais je sors de la caméra. Je parle de parties de jeux de rôle, pas tellement le livre de jeux de rôle, pas tellement de jeux de rôle dans son ensemble, c'est vraiment une partie autour d'une table. C'est ce que j'essaie de présenter, donc une grille d'analyse, une technique qui est essentiellement issue de cette communauté que j'ai un peu réadaptée. Les erreurs sont incombées à ma personne, les traductions sont un peu à la louche, mais je vais essayer de vous présenter tout ça, et d'abord une approche assez abstraite, puis après à quelques applications concrètes. Est-ce que ça va comme je parle? Vous m'entendez? Oui. Okay. Alors, la grille, elle vient principalement de lectures et discussions sur la communauté internet The Forge. Notamment, si on s'y rend, le site existe, j'ai oublié de mettre le lien, c'est indie-rpgs.com. On trouvera donc c'est un forum de discussion essentiellement, mais il y a aussi une section articles où le fondateur, enfin un des cofondateurs du site, Ron Edwards, a rassemblé des articles dont certains ont été traduits qu'on trouve sur ptb.fr. Donc je m'inspire en grande partie de ce qu'il a écrit. Aussi justement de ces fils de discussion sur le forum, parce qu'il y a eu tout un aller-retour entre les articles, les discussions, ensuite les discussions ont clarifié des points, et puis amené à des nouvelles formulations. Donc il y a beaucoup d'analyses de parties, quelqu'un vient raconter sa partie, après on discute, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut comprendre la partie. Et donc ça c'était un des aspects, et puis aussi toutes sortes de blogs par d'autres auteurs qui gravitaient là autour. Vincent Baker, qui a un blog qui est toujours actif, Ben Lehman, qui a différents blogs au fur et à mesure que les technologies évoluent. Actuellement il est surtout actif sur Google+. Un certain Chris Chin qui faisait beaucoup de vulgarisation sur une époque, et puis Emily Boss, Emily Baker qui parlait aussi de choses très intéressantes sur leur blog, malheureusement défunt. À un certain moment, j'ai décidé en fait d'apporter cette structure un peu au monde francophone. Ça s'y trouvait à une époque sur silentdrift.net/forum, j'étais le modérateur de ce site. Et justement, on faisait aussi un peu cette approche. On raconte une partie, comment elle s'est passée. On réfléchit qu'est-ce qu'on pourrait améliorer si on est développeur, ou juste qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on recherche à trouver plus dans le jeu de rôle. Donc ça, c'était une formation très importante aussi, c'est de vraiment réincorporer tout ce que j'avais lu chez les anglo-saxons en francophonie. Et puis, un autre aspect qui m'a aidé à mieux comprendre tout ça, c'était de jouer à un tas de jeux qui étaient issus de ces communautés, mais aussi au-delà, ce qui permettait de contraster différentes façons de voir et puis comprendre ce que les uns et les autres apportaient. Alors, la théorie de base que je vais vous expliquer, on va dire, a été plus ou moins clarifiée en 2004, et puis
ouais, on va dire qu'entre-temps, on dit des choses différemment, tout ça, c'est une théorie qui a vraiment battu son plein, enfin une série de réflexions, j'aime pas dire théorie, parce que ça donne un côté scientifique que ça n'a pas, à mon sens. Ça a donc surtout été dans les années 2004, 2012, on va dire, dans cette époque-là. En anglais, ça s'appelle le Big Model. Moi, je vais juste parler des 4 niveaux qui composent ce niveau. Chaque cercle plus petit est une expression du cercle qui vient d'avant. Le premier cercle, c'est le contrat social. Ensuite, on entre dans l'exploration, on s'approche de technique, et le dernier niveau, c'est les instantanés. Alors, je vais expliquer un peu plus exactement ce que les gens entendaient par tout ça, en commençant par le contrat social. Ça part d'une constatation assez triviale et simple, mais qui est importante pour tenir toute cette réflexion ensemble, c'est que le jeu de rôle est en fait une activité sociale, c'est des gens qui jouent. Donc tout le reste, en fin de compte, découle de ça. Il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est des gens qui se retrouvent pour jouer ensemble. J'aime résumer ça par cette petite phrase de mnémotechnique pour moi en tout cas, c'est « nous jouons à ce jeu, ici et maintenant ». Puis je vais un peu décortiquer ce que chaque mot importe. Nous, c'est pour cette partie-là, c'est ces gens-là qui sont là à la table et pas les autres. Voilà, on a invité ces gens, on se retrouve avec ces gens, c'est ça. On se connaît ou pas, c'est dans les conventions des fois pas tellement, mais on a donc différents liens, on a des histoires communes, on a toute une dynamique qui se met en place. Souvent, on ne joue pas de la même manière si 2 personnes sont ensemble et puis que une troisième s'ajoute. Donc tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte et on a beaucoup d'habitudes qu'on porte avec soi. Donc 2 groupes qui jouent strictement au même jeu ne produiront déjà pas la même chose juste parce que ce n'est pas les mêmes personnes à table. On joue, ça veut dire qu'on a décidé que ça valait la peine de jouer plutôt que d'aller au cinéma, plutôt que de faire du tennis. On pourrait, avec ces gens qui sont là autour, tout d'un coup dire « Allez, zut, on va faire une randonnée ». Mais non, on a décidé qu'on va jouer. Et puis en plus, on va jouer à ce jeu, parce qu'on a envie de jouer à ce jeu, ou du moins, il y en a un autour de la table qui est suffisamment motivé pour entraîner les autres à jouer à ce jeu, et puis pas un autre. Ici et maintenant, c'est-à-dire que ça regroupe certaines implications logistiques, où c'est qu'on joue, qui peut, quand, pour quelle durée, surtout si on fait une campagne, à quel rythme on va jouer. Et donc en fin de compte, il y a déjà tout un premier plan qui n'est pas vraiment ce qu'on entend habituellement quand on dit « Ah, je fais du jeu de rôle, c'est chouette », c'est tout ce qui vient au niveau des gens. Alors, souvent pour les one-shots, on n'en parle pas beaucoup plus que ça, on dit « Ah, mais je maîtrise un appel de Cthulhu, qui c'est qui veut jouer, ça dure 4 heures, des pas, certains maîtres de jeu, et puis même certains jeux invitent à le faire en fait, proposent carrément pour des campagnes de faire une espèce de petit document, voilà comme ce que je propose, on se retrouverait à telle fréquence, etc. Donc, puis après ils envoient ça aux joueurs potentiels, et puis les gens disent « Ah ouais, samedi, ah non, je ne suis pas disponible à cette fréquence-là, etc. » Donc on a toutes sortes, le terme contrat social pourrait faire penser que c'est vraiment un truc signé, ça peut aussi être tout à fait implicite. Voilà. J'entre maintenant un cran plus bas, l'exploration. L'exploration, c'est seulement un mot pour dire le truc qu'on fait quand on fait du jeu. Et selon cette grille, on reconnaît essentiellement 5 composantes, des personnages forcément, l'univers, mais aussi les situations. Les personnages, selon qui est présent, dans quel univers, ben, ça va créer toutes sortes de situations différentes. Peut-être dans certains univers, il y a certaines questions politiques qui sont chargées, donc certains personnages vont être plus mis en avant. Donc ça, c'est important. La situation, par contre, c'est quelque chose d'assez statique, donc on va faire évoluer tout ça, puis c'est ce que je couvre par le terme système. Je vais revenir sur ce terme parce que beaucoup de gens l'utilisent, et ici, il a une définition assez précise, qui est assez large, on va dire. Donc, le système, c'est essentiellement ce qui fait tourner, progresser les situations. Et puis il y a aussi la couleur, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais c'est le 5e composant.
faire une espèce de schéma pour essayer de montrer comment ça s'imbrique. On a donc les univers, l'univers, les personnages, tout ça qui sont d'une certaine configuration, ça crée des situations. Et ensuite, le système, c'est la chose qui va faire tourner la situation, avancer, évoluer. Et c'est pour ça qu'on dit souvent le système, c'est le temps de l'univers. C'est comme ça que les situations évoluent. C'est pas juste deux armées qui se regardent et qui ne font rien. Ils vont finir par se taper dessus parce que tel général a décidé quelque chose et que l'autre ça ne lui convenait pas. Et la couleur, toujours ce truc que je vais expliquer dans un petit instant, c'est quelque chose qui traverse tout, qui peut toucher tout, qui peut tout amplifier. Il y a un rôle d'amplificateur. Vous verrez tous. Je vais d'abord donc préciser ce que j'entends par système. Ça, c'est quelque chose qui a été assez explicitement discuté et défini sur cette communauté. Donc, on disait le système est l'ensemble des moyens que les participants utilisent pour faire évoluer des situations. C'est pas juste les règles, c'est juste le fait de parler déjà, ça fait déjà partie du système. Si je propose quelque chose, par exemple l'exemple qu'utilisait Antoine tout à l'heure, vous marchez dans un couloir et puis il y a des gens derrière vous, puis quelqu'un se retourne et dit mais on avait fermé les portes, on est déjà en train de discuter pour essayer de faire évoluer cette situation. Est-ce que oui, il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça. Rien que ça c'est déjà inclus dans le système, et donc j'utilise une définition très très large de ce que c'est le système. La couleur, quant à elle, c'est un peu les détails superflus. Mais c'est ces détails qui vont inspirer les participants à rebondir, à donner des suites, à imaginer d'autres choses plus ou moins connexes par association d'idées. Et c'est ce qui rend l'exploration, donc l'acte de faire du jeu de rôle, on va dire, plus vive et palpable quelque part. Là, un petit exemple s'impose. Je pourrais dire de manière très factuelle, une personne en armes traverse la place. Tout le monde comprend ce que ça signifie, mais comparé à quelque chose, là j'ai un peu surfait, une femme dont l'armure brillante étincelle sous sa lourde cape rouge, ce même rouge que portaient jadis les libérateurs de la ville, traverse d'un pas pressé la place, passant sous le balcon d'hôtel de ville d'où flottent les étendards des familles d'hommes. Finalement, tout ce que je dis, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe une place et puis c'est quelqu'un de caractère militaire, voilà. Mais en même temps, j'ai ajouté des éléments sur comment cette personne s'habille, enfin, quelle armure elle porte, quel est son uniforme. Je fais référence à des libérateurs de la ville. Ça change rien au fait qu'elle traverse la place, cette personne, mais ça va peut-être inspirer quelqu'un qui se dit « Ah, mais en fait, on avait déjà discuté de cette statue qui commémorait tel événement, maintenant, ok, bien, je vais peut-être réutiliser ça plus tard. » Donc, sous le balcon d'hôtel de ville, ça pourrait inspirer quelqu'un de dire « Ah, en fait, mon personnage, justement, il se trouve, il est en train de mettre en place tel étendard. » Mais ça, c'est tout dans un second temps. Dans le moment, la personne va nier que la personne traverse la place. Donc le système a agi factuellement. Une personne est passée d'un point A à un point B, la situation a changé. Et puis finalement, toute cette description, elle est superflue, mais va inspirer, donner des détails, rendre les choses vraiment plus concrètes pour les gens qui sont atteints. Et puis elle crée l'univers aussi. Pardon ? Et puis ça définit l'univers aussi. Absolument. En fait, la couleur peut agir à tous les niveaux. Elle peut agir au niveau des personnages, elle peut agir au niveau de l'univers, elle peut agir même au niveau du système. Une idée plus ou moins... Une idée basique, ce serait de dire je prends des dés qui sont adaptés à Cthulhu, donc ils ont une certaine police, enfin un certain design. Ça inspire déjà les gens, ça rend l'expérience plus vivante. Donc absolument, ouais. Donc ça imprègne tout. Alors ensuite, on descend dans un nouveau cercle concentrique. Je descends encore un cran au niveau des techniques. Les techniques, finalement, c'est les éléments qui constituent le système. Alors, forcément, les règles qui sont dans le manuel et qu'on applique, on peut dire qu'elles font partie du système.
Donc ça c'est toujours quelque chose qu'on va dire plutôt a posteriori, ben, on a utilisé ces règles, ben, celle-ci on n'a pas utilisée, donc celle-ci en tout cas elle n'a pas fait partie du système, celle-ci. Il y a aussi des décisions de principe. Des fois on veut proposer un concept de personnage par exemple. On joue à Star Wars, je dis ah moi je joue un chevalier Jedi avec une épée laser trop cool. Elle crache de la lave et puis c'est cool, elle envahit tout le monde. Puis là je vois la tête de Sam qui se lève. C'est un peu Nasbrock de dire que un Jedi il jette de la lave sur ses ennemis, ça n'a rien à voir, c'est pas cohérent avec l'univers Star Wars. Là on parle d'une sorte de principe sur ce que c'est une épée laser dans l'univers Star Wars. Il n'y a pas besoin d'écrire une vraie règle pour ça. Les joueurs vont dire ah non, par principe ça c'est pas possible. Ça c'est une façon aussi de voir le système. Et puis finalement il y a des décisions ad hoc. On les reconnaît souvent dans les jeux avec MJ quand le joueur pose une question puis le MJ fait par exemple j'aimerais aller à cet endroit, qui c'est qu'elle est là? Le MJ dit il n'a pas pensé à dire qui c'est qu'elle était à l'hôtel de ville par exemple, et il invente sur place sans suivre un principe particulier. Il n'y a pas de règle qui dit qui est où quand. Donc il a dit ah ben voilà, il y a telle personne, il y a le capitaine, il y a son écuyer, etc. Donc ça c'est 3 grandes familles d'éléments qui constituent le système. Donc c'est, comme je répète, donc c'est extrêmement large. Le 4e niveau, donc le plus petit cercle de tous, c'est les instantanés. En gros, c'est tout acte concret qui a lieu durant une partie. Par exemple, je lance un dé, ça c'est un acte concret. Ou je viens de faire une description de personnage, ça c'est quelque chose de très concret. Quelqu'un rit parce que j'ai dit une bêtise, j'ai fait un gag, etc. Trouver un résultat dans un tableau, commenter une action, décrire précisément dans un contexte spécifique qui est là lors de la relève de la garde. C'est dans ce sens-là aussi que c'est une expression de la technique précédente de le MJ décide qui est où à quel moment. Ben là, concrètement, il doit par exemple expliquer qui est là lors de la relève de la garde. Ça c'est l'exemple concret et instantané. Bref, ça c'est l'expérience concrète. Alors là, je vous ai juste donné 4 niveaux qui sont assez descriptifs. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Il y en aurait certainement d'autres, hein. Ça c'est vraiment une grille d'analyse parmi d'autres. Mais jusqu'à maintenant c'est un peu descriptif. Et puis juste décrire, c'est un peu, peut-être un peu moins intéressant que commencer à faire un peu des réflexions plus sur ce que les gens font avec ça. Alors, souvent on fait du jeu, on dit on fait du jeu de rôle pour s'amuser. Eh bien, est-ce que c'est vrai? Forcément oui, c'est souvent vrai. Il y a des jeux qui sont drôles, il y a des aventures, il y a des Cthulhu qui partent en plein délire, ça c'est clair, on joue pour s'amuser. Mais qu'en est-il qu'en est-il du drame, de la tragédie, ou même de la contemplation un peu zen comme ça? Dans les films, dans les bouquins, ça se fait, ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas dans le jeu de rôle? Je pense que, alors, je ne dis pas que tout le monde doit aimer ça, mais ce serait un objectif possible. Alors là, plutôt que parler de est-ce qu'on joue pour s'amuser, c'est plutôt qu'on va chercher une certaine forme de satisfaction. Alors, je vais continuer. Donc ça, c'est un peu un concept transversal à ces 4 niveaux que je suis en train d'introduire, qui va tenir le tout ensemble, donner un peu de sens à pourquoi on décrit les choses comme ça. On va en fait utiliser un petit exemple un peu loufoque. Il y a 3 fans de cochons qui se rencontrent. Ils sont à un endroit, ils commencent à discuter. Puis, t'aimes faire quoi dans la vie? Moi j'aime bien les cochons. Ah oui, moi aussi en fait. Et puis, 3e personne, mais c'est dingue. Moi j'adore les cochons. Et puis, du coup, ils disent mais c'est trop cool, on devrait se retrouver, faire un truc basé sur la thématique du cochon, tous ensemble, et puis ce serait excellent. Et puis ils se regardent, et puis ils se ouais, mais en fait, on ferait quoi? Qu'est-ce qu'on ferait vraiment? Puis, en discutant, la première personne dit ouais, mais en fait, moi, ce que j'aime chez les cochons, c'est surtout l'aspect peluche, l'aspect porte-clés,
les cahiers avec des petits cochons dessus. J'adore l'esthétique cochon appliquée dans un contexte, on va dire, mignon. Je suis collectionneur de ça. Ah, d'accord. T'as la deuxième personne. En fait, moi, je parlais en fait d'animal de compagnie. J'adore discuter avec d'autres gens qui ont des cochons sur comment les nourrir, combien de fois par jour il faut les promener, comment il faut les nettoyer, qu'est-ce qu'ils aiment faire pour jouer, parce que bon, c'est des animaux très intelligents, il faut savoir s'adapter et tout ça. Puis la troisième personne, elle est là. Oups. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est la Saint-Martin. Ouais. Alors, pour ceux qui... Donc c'est une fête jurassienne où on mange toutes sortes de produits dérivés de cochon. Donc j'ai fait une traduction pour Lausanne, peut-être plus orienté Lausanne, la saucisse de porc, la saucisse de chou, tout ça pour faire du pâté. Donc la personne en fait, elle parlait d'un point de vue gastronomique, moi j'aime le cochon, c'est bon quoi. Donc est-ce que c'est une bonne idée qu'ils fassent une fête ensemble? En fait, ça dépend, il faut clarifier ce qu'on veut faire. On pourrait dire, en fait, ok, on aime tous les cochons d'une certaine manière, mais moi je vous propose d'aller à une espèce de marché, une convention de cochons, de peluches, où je sais qu'il y a pas mal de fabricants de peluches de cochons, et puis tout ça, c'est trop cool. Qui sait qui veut venir avec? Après, on va boire un peu aussi. Alors là, tout le monde est sur la même page, ah oui, mais on va faire ça, en fait, avec les cochons. Ou alors, on pourrait aller voir une exposition itinérante où ils montrent toutes sortes de races de cochons, des petites variétés thaïlandaises, tous qui sont noirs, et puis les grandes, et puis les sangliers aussi, parce que c'est le cousin des cochons, puis on pourrait apprendre toutes sortes de choses sur comment avoir des cochons chez soi. Ou alors, on pourrait aussi aller faire à Saint-Martin. Et puis, en fait, ok, les cochons c'est peut-être un peu exagéré, mais moi j'ai eu fait d'équitation dans le passé, et j'adore le steak de cheval. J'arrive à vivre avec cette dissonance cognitive. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui arrivent aussi à dire, en fait, un même truc peut être utilisé de différentes manières, à différentes fins. Et c'est à ça que j'essaie d'arriver. Dans le jeu de rôle, on revient au jeu de rôle, c'est pourquoi, et puis pas pourquoi, c'est pourquoi, quel est l'objet de la raison du pourquoi on joue à cette partie. Et je parle là en priorité. Et ça, en fait, je le représente, enfin, ça vient pas de moi, mais c'est représenté dans ces réflexions-là comme une espèce de flèche qui part du contrat social. C'est des gens qui viennent de discuter, on va faire du jeu de rôle, et puis d'une certaine manière. Puis ensuite, ils s'asseyent pour jouer, commencent à dire des choses, à écrire leurs personnages, les situations dans lesquelles ils se retrouvent, et tout ça. On utilise toutes sortes de techniques pour faire évoluer la situation initiale. Après, ils rigolent, ils lancent des dés, etc. Donc c'est une espèce de flèche qui transperce tout et qui donne un certain sens, pas au sens philosophique ou spirituel, mais au sens de la direction à l'expérience. Alors, historiquement, donc, il y a 3 familles qui étaient délimitées. On n'exclut pas qu'il y en ait plus, mais à ma connaissance, on n'en a trouvé que 3 grandes, qui sont les suivantes. Alors là, je traduis vraiment un peu à la louche. Je crois que c'est celui qui va le mieux. C'est The Right to Dream, donc le droit de rêver, ou Constructive Denial, c'est un peu finalement développé comme une sorte de synonyme. Là, je crois que la traduction elle marche pas trop mal. C'est quand on se retrouve finalement pour chérir un canon. Alors canon, c'est les spécificités, les éléments qui font d'un univers ou d'un certain type de personnage ou tout ça, ce qu'ils ont de caractéristiques, d'appréciables, ce qu'on veut vraiment faire. Puis donc on se retrouve pour explorer ce canon, le vivre, le développer, tester ses limites, voir jusqu'où ça tient. L'épée laser qui tire des flots de lave, c'est peut-être un peu exagéré, mais on a vu dans les films qu'il y a eu des épées laser doubles, etc. Donc on arrive c'est toujours des épées laser, donc on arrive à développer tout ça. On se restreint volontairement, pas de lave crachée par des épées de laser. Et puis finalement, la satisfaction globale que les gens vont retirer d'une partie entière,
c'est justement cette reconnaissance que les thématiques, les idées qui sont explorées dans leur partie, de Star Wars par exemple, ça tient la route, c'est bon, c'est bien fichu, et puis ils ont réussi vraiment à se le réapproprier et à en faire quelque chose de solide et vraiment valable. Sans forcément singer les 6 films déjà sortis. Donc, c'est vraiment la création, mais tout en restant dans le canon. Ceci, c'est en anglais Story Now, donc l'histoire maintenant. Ouais. Ça se discute comme traduction, je crois, mais c'est assez gros. Ça, c'est vraiment. C'est ce que anciennement les gens appelaient narrativiste, n'est-ce pas? C'est quand on veut vraiment jouer pour créer une histoire sur le moment. C'est pas qu'on veut découvrir une histoire qui serait déjà préparée grâce à un scénario bien ficelé, avec des révélations incroyables à différents moments. C'est qu'on va jouer des personnages, et puis la façon un peu plus technique de décrire ça, c'est qu'on va juger des personnages dans des situations moralement chargées. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'aime bien prendre l'exemple des séries détectives qui pullulent sur Internet, sur la télévision. En général, le personnage principal est un enquêteur brillant, tendanciellement un peu obsédé par son travail et qui est sollicité par son travail. C'est pas juste qu'il a envie, c'est qu'on lui dit « Ah, mais il faut venir ce soir, il faut que tu viennes à cette scène de crime, il y a absolument un truc que tu dois voir. » Alors qu'en fait, le pauvre personnage principal avait promis à son fils qu'ils allaient faire une activité ensemble, du bivouac en montagne, et en fait, pour son anniversaire, encore pire. Et puis, en fait, d'une manière ou d'une autre, il doit soit mettre en avant le devoir envers la société, ou le devoir envers sa famille. Et il n'y a pas de message qui est prescrit. On ne va pas vous dire il faut absolument toujours privilégier le boulot, ou il faut absolument toujours privilégier la famille. Le jeu ne prescrit rien, c'est vraiment les joueurs qui décident pour leur personnage. Ah ben moi, voilà, il y a des gens, la vie des gens est en jeu, mon fils va comprendre que c'est pas que je l'aime pas, etc. C'est parce que je dois aider les gens, attraper des méchants. Puis bien sûr, les autres, ils vont commenter. Ça c'est une des satisfactions aussi de ce genre de jeu, c'est ah, mais quel salaud, t'abandonnes ton fils, c'est son anniversaire quand même, quel père ingrat, etc. Donc c'est ce genre-là c'est ça qu'on fait avec le jeu de rôle dans cette démarche-là. La troisième démarche, alors ça, la traduction, elle est complètement spéciale, ça s'appelle Step on Up. Donc c'est une de ces phrases à l'anglaise où on rajoute des petits mots qui changent complètement le sens du mot d'avant. Je traduis ça par le respect du défi, alors que ça c'est complètement... c'est pas très littéral. Donc, comme le nom l'indique, les participants, je dis bien les participants, pas les personnages, et bien que ce soit exprimé à travers les personnages, mais c'est vraiment les participants qui ont des défis à surmonter dans les situations de l'exploration, qui peuvent surmonter avec leur habilité. Par exemple, lui il a bien compris cette combinaison de pouvoir sur son personnage, il est en train de faire un max de dégâts sur le dragon, excellent, bravo. Ou alors il prend un risque énorme, il décide de laisser tomber son bouclier, prendre 2 épées, pas se défendre et puis foncer dans l'art, lancer plus de dés d'attaque mais pas de défense, attention. Pour que tout ça ait du sens, il faut qu'il y ait une possibilité de perdre. Classiquement, le personnage doit pouvoir y passer, sinon ça n'a pas de sens, c'est pas des défis si on gagne forcément à la fin. Et là, la satisfaction, c'est reconnaître ce que les autres ont fait bien, bonne utilisation des compétences de ton personnage. Ah ouais, ça c'était bien vu, l'idée de contourner le combat prévu par le MJ pour éviter de se prendre des dégâts inutiles avant la rencontre finale. Ce genre de reconnaissance, ah ben, ça c'est bien joué. Je vous les remets les 3. Voilà. Donc, avant 2004, ils appelaient ça respectivement simulationnisme, narrativisme et ludisme ou gamisme, pour les références qui ont pu être faites dans les discussions précédentes. Moi, je préfère utiliser ces phrases qui sont plus descriptives. Et puis comme ça, on n'est pas en train de discuter
simulation. Qu'est-ce que ça veut dire simulation aujourd'hui? Alors, quelques petits pièges quand même, parce que ça arrive fréquemment. J'aimerais bien être clair que... Alors, là, j'ai pressé un bouton, ça n'a pas réagi. Je represse. Ok. C'est pas... Tout ça là, c'est pas... Notamment les démarches créatives, c'est pas là pour étiqueter des gens. C'est pas pour dire « Ah, mais toi, t'es qu'un sale... narrativiste. Non, mais pas. Un simulationniste de la pire espèce. On peut tout aimer. L'exemple des cochons, je crois, est très convaincant. On peut aimer avoir une peluche de cochon dans sa voiture, tout en allant voir son pote qui a des cochons, c'est rigolo de regarder des petits cochons courir, et puis après finir le soir avec un steak de porc, pas de souci. C'est vraiment... C'est même pas pour les jeux en tant que tels. Oui, comme il y a des techniques qui sont décrites dans les règles, ça va avoir un impact. Mais c'est même les jeux, je ne prétends pas que c'est de ça que je parle vraiment des parties. Une partie donnée peut correspondre à une certaine démarche. Aussi, je voudrais clarifier que même s'il y en a une qui s'appelle Histoire maintenant, toute partie de jeu de rôle peut produire une histoire, il n'y a pas de souci. On peut avoir un scénario qu'on révèle le long d'une partie, puis ça c'est aussi une histoire d'une partie de jeu de rôle. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'exclusivité, on parle toujours de quelle est la priorité plus que quelle est la caractéristique exclusive de chaque démarche. Bien sûr, toute partie peut inclure des défis. Si vous voulez jouer à Star Wars et puis vraiment développer votre vision, votre canon de l'univers Star Wars, bien sûr vous allez avoir des combats, des défis, des réflexions sur de quelle planète à quelle planète on va aller pour continuer l'enquête sur la disparition de la princesse ou du prince. C'est des défis en soi, mais la question c'est comment est-ce que ça exprime du Star Wars. Donc c'est une question de priorité, et puis évidemment toute partie devrait respecter une certaine fiction, donc le canon, toute partie, on va vouloir prendre l'univers au sérieux, sinon si c'est n'importe quoi, à quoi bon avoir un défi qui veut rien dire, ou une situation pour le personnage choisir entre des trucs qui ne sont pas vraiment cohérents, parce que de toute façon, la fois d'après, on ne parle plus de son fils, parce que son fils, au détective, ah oui, on en a parlé, mais en fait il n'en a pas. Donc, ça, la cohérence, une certaine logique dans l'univers, la fiction, tout ça, ça c'est important tout le temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que certains types de parties qui respectent. Et puis, finalement, ça c'est fondamental, au sens que c'est un peu un fondement, mais une fois qu'on a admis que avec un cochon, on peut exprimer différents types d'activités, la même chose pour le jeu de rôle, et puis voilà, on va passer à autre chose. Voilà. Je vais passer à quelques applications et exemples un peu plus concrets provenant de mon expérience. Quand j'ai un peu rencontré les jeux qui sortaient de ce forum, j'ai compris qu'en fait le MJ, en fait, c'est une technique. On peut modifier. Et puis d'ailleurs, on le voit bien dans chaque jeu, le rôle de MJ. Déjà, le MJ, c'est jamais utilisé dans un livre de base. C'est éminence grise, c'est arbitre, c'est gardien, etc. Donc déjà ça sous-entend qu'en fait, il n'y a pas deux MJ qui sont les mêmes. C'est meneur de jeu, c'est dit. Maître du donjon, maître du jeu, meneur de jeu, etc. Chaque jeu a sa propre désignation. On n'a donc pas tous le même MJ. Puis en fait, le MJ il est éjectable aussi. En fait. C'est une technique, on peut remplacer une technique par une autre. C'est un peu ça qui m'a... Une des premières réflexions que j'ai eues. Les scénarios, finalement, c'est un ensemble de techniques. Dans le sens où, les techniques, c'est quoi? C'est ce qu'on utilise pour faire évoluer des situations. Le scénario, c'est ça. On propose une situation initiale, il y a une péripétie, les personnages réagissent, il se passe autre chose, que ce soit en fonction de leur choix ou pas, mais c'est à chaque fois quelque chose qu'on va dire pour faire avancer la situation. Donc, c'est un ensemble de techniques. Et donc, ça, en fait, ça vient compléter les règles de base. C'est un tout qui forme vraiment le truc, avec le risque quand même de, selon ce qu'on veut comme type d'expérience, comme démarche, en fait, il faut faire gaffe de ne pas préjouer. Il ne faut pas, par exemple, que le détective, de toute façon, en fait, il ne peut pas aller sur la scène du crime parce que la scène du crime, elle a été fermée
Il y a un autre détective qui l'a devancé sur la scène du crime, et puis en fait on dit ah non c'est bon, tu peux aller faire l'anniversaire de ton fils. Et du coup le choix que le joueur aurait à prendre pour son personnage est en fait artificiellement pris par le scénario. Vu comme ça en fait, j'ai pu me réconcilier avec Donjons et Dragons. J'ai commencé à jouer au jeu de rôle avec Donjons et Dragons, j'ai préparé des campagnes, je m'imaginais que j'allais faire raconter à mes amis des histoires de personnages épiques, qui avaient aussi des passés tragiques, et puis qui allaient venir les hanter, et puis ça allait être incroyable. Mais comme c'est Donjons et Dragons, je le faisais dans les donjons, donc les grottes, c'était un peu pas terrible, et puis j'ai quasiment fait un burn-out jeu de rôle, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, j'ai joué à d'autres jeux, puis après je suis revenu sur l'idée, puis j'ai refait une mini-campagne bien plus tard, où j'ai tout simplement mis l'accent sur le respect du défi. J'avais un scénario avec l'embranchement, les joueurs pouvaient choisir est-ce qu'ils allaient plutôt tenter cette épreuve-là ou celle-là, ça allait leur faire perdre ou gagner du temps, donc ils avaient ce genre de décision à prendre. Donc ça, c'était une approche qui m'a permis de reconnaître qu'en fait, tout n'est pas des histoires avec des choix et puis des personnages avec le passé torturé. On peut aussi faire une très bonne partie où on va plus insister sur des défis à relever. Et moi je prends cet exemple-là, mais d'autres personnes prendront D&D comme moteur de base pour faire des trucs épiques. On peut se le réapproprier autrement. C'est pas que je dis que c'est nécessairement pour ça. Mais pour moi, c'est comme ça que je l'ai revu, puis c'était très satisfaisant de faire ces 3-4 parties dans cette optique-là. Et en fait, ça m'a aussi permis de, fin de compte, là j'ai un peu émis quelques doutes sur le scénario 2.1, mais en fait ça m'a aidé aussi à me réconcilier avec les jeux à scénario dont j'avais juste marre d'écrire des scénarios qui ne marchaient pas. Les deux camarades ont bien parlé de ça de dernière présentation. J'étais extrêmement frustré avec tout ça. Et pourtant, l'année passée, Insectopia, le monsieur qui est déguisé en insecte et qui fait un jeu sur les insectes, nous a proposé une partie. Je me suis dit, ouais, c'est pas trop ma tasse de thé. Finalement, on est quand même allé jouer, et puis il nous a présenté son monde où on joue des personnages insectes qui communiquent avec des phéromones, qui ont une société complètement à la masse. Il y a des insectes, des personnages un peu termites comme ça, avec vraiment une hiérarchie comme inspirée des insectes. Puis on devait aller faire des enquêtes là-dedans. Et puis oui, dans un certain sens, c'était prévu ce qui allait se passer, parce que il y avait ils allaient avec je ne vais pas vous spoiler si vous jouez. Il y avait une histoire de phéromones qui interféraient avec un ordre social à insectes. Voilà, ça on n'allait pas y changer grand-chose. Mais j'ai trouvé vraiment excellent de jouer une punaise ambulante avec des épées, puis qui attaquait un faucon, et qui pouvait lâcher des nuages nauséabonds pour faire fuir ses ennemis. Ça me forçait là, ce que j'ai vraiment aimé, c'était de me mettre dans une situation complètement nouvelle, puis voir qu'est-ce qui était possible. Qu'est-ce qui était possible avec cet univers complètement incroyable, bourré d'insectes. Et puis, j'ai le temps. Je l'ai aussi un peu utilisé sur cette communauté que je vous présentais au tout début, cette façon de voir, pour, on va dire plutôt dans une démarche de création. Je vais prendre l'exemple de Prosopopée, un jeu écrit par mon ami Frédéric Sintès, sorti en 2012. Je ne suis pas du tout objectif, tout ça, mais voilà, ça c'est mon expérience. Frédéric a découvert un peu en même temps que moi ses réflexions, puis il s'est dit, c'est incroyable, en fait, je peux complètement revoir ma façon de jouer, puis moi ça me dirait bien, il est artiste de formation, beaux-arts, un jeu sur la beauté, pourquoi pas? On peut raconter des choses belles, donc pourquoi pas en faire un jeu de rôle? Et du coup, il est arrivé à quelque chose inspiré beaucoup de Miyazaki, Mushishi, pour ceux qui ont peut-être vu ce manga-là, quelque chose où chaque personne qui joue va raconter des choses belles, créer un univers au fur et à mesure, et c'est quelque chose d'assez zen, et en fait, quelque part un peu contemplatif. On regarde l'univers se dévoiler devant nous. Il y
il y a des joueurs et des non-joueurs. Ouais, enfin, il y a un peu cette dichotomie MJ-joueur, mais elle est modifiée. Les joueurs jouent des personnages, des sages, si on veut, qui vont à la rencontre de communautés humaines qui sont en difficulté. Il y a un problème, un rapport avec la nature, et puis ils vont aller parler avec les arbres, avec les esprits de la nature. Peut-être aussi raisonner les humains qui abusent un peu avec leur irrigation intensive, et recréer un espèce d'ordre harmonieux pour la nature et les hommes. Et les MJ, c'est pas vraiment des MJ, puis il peut y en avoir plusieurs. C'est des gens qui jouent justement ces villageois, qui vont plus se concentrer tendanciellement sur la description du monde. Donc on a un peu cette distribution, mais qui est un peu modifiée. Par contre, alors là, il n'y a pas de scénario, c'est vraiment de l'improvisation à fond. En fait, la technique de base dans ce jeu-là, c'est de choisir une image ou une idée. Par exemple, on avait une fois pris le sextant, l'instrument de mesure de navigation, et on était parti là-dessus, et puis en fait, il fallait raconter une première scène là-dessus. Donc il y avait... mon personnage observait sur les flots lointains, il faisait des mesures, et en fait il y avait un bateau à l'horizon. Et donc je raconte ça, puis il y a un autre personnage qui débarque, qui commence à interagir avec le mien. Puis en fait, voilà, on se lance comme ça, et chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de beau, j'ai le droit de lui donner un dé pour lui signifier « Ah, mais ça c'était bien ce que tu as dit ». Voilà, donc on parle un peu chaque à son tour, et puis on donne des dés. Voilà, c'est très gentil, on donne des dés, ça coule, ça avance tranquillement. Et ce qui m'a complètement... Quand Frédéric est arrivé avec ce concept, il a assez rapidement fait une partie, ils avaient joué en 30 minutes. J'étais complètement étourdi. J'avais l'habitude des parties courtes en 4 heures à l'époque, mais en fait, lui, il me propose une partie de 30 minutes. Des fois, ça passait à 1 heure, et puis voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'arrivais même pas à concevoir, en fait, avant ça. Un problème de conception particulier, je vais vous montrer son but, qui va peut-être un peu se rapprocher à un certain niveau de ce cercle concentrique extérieur, le contrat social. Pourquoi on joue? Ah ben on va résoudre des problèmes entre nature et humain. Ok. Et puis Frédéric a développé une technique, c'est qu'on a une espèce de feuille de partie où sont représentées les couleurs du monde. Les couleurs, c'est un peu comme les atomes ou les thématiques de base du monde. Et en fait, au fur et à mesure qu'on parle, on va pouvoir mettre des dés dessus qui représentent des problèmes. Si on considère que quelque chose est déréglé, on le signifie en posant un dé sur une de ces couleurs. Et en fait, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des éléments. Et puis à la base, il se disait, dans ce monde imaginaire pour mon jeu, il y a des humains, forcément. Je mets une couleur qui s'appelle les humains. Bug. Alors, ce bug ne se manifestait pas à toutes les parties, mais régulièrement il y avait des situations hors jeu, des problèmes purement entre humains. C'est-à-dire, je pourrais ressortir le coup du détective, est-ce que vous allez à l'anniversaire de votre fils ou plutôt sur la scène de crime? Et puis on a complètement perdu de vue le but de base, résoudre des problèmes entre nature et humain. Et donc quelque part, Frédéric a senti que c'était en fait un peu... Ces techniques n'étaient pas au service du but plus global, pourquoi il propose aux gens de jouer à son propre jeu. Et en fait, la solution était rétrospectivement très simple, mais ça ne s'est pas passé comme ça exactement. On a fait beaucoup de parties, chacun décrivait ses parties sur ce forum, et puis on nous comparait. En fait, une des solutions, c'était juste de tracer de la couleur humaine. On ne peut plus créer des problèmes purement entre humains. Parce que de toute façon, en jouant, moi je joue un personnage humain, donc j'amène le composant humain dans la nature qui est représenté par en fait la feuille. Ou les villageois, c'est les humains qui ont un problème avec la feuille, qui représente donc tout ce qui n'est pas humain, sinon on n'est pas garanti d'avoir des problèmes entre nature et humain. J'ai encore le temps pour un dernier exemple. Ouais. Je suis à 44 si je veux. Sans souci. Ouais, ok. Et puis ça, c'est un de mes propres jeux que j'ai depuis longtemps en développement. Je ne sais pas quand je vais réussir à le finir. Je me suis fixé comme objectif de faire du contemporain fantastique. Finalement, il y a des MJ joueurs, c'est assez traditionnel,
Mais ce que j'ai voulu faire, c'était que le fantastique provienne, autant c'est difficile à dire de quantifier, mais ça vient d'une part du MJ, mais aussi des joueurs. Les joueurs peuvent en fait raconter des expériences fantastiques qui arrivent à leurs personnages sans que le MJ puisse vraiment les en empêcher. Ceci est ensuite lié à un système de dés. En fait, ces éléments, plus on s'expose à des risques surnaturels, mais aussi plus on a d'impact dans les choses qu'on entreprend. Et puis, moi, finalement, j'ai conservé un semi-scénario, on va dire. C'est le gardien, en l'occurrence, j'ai utilisé le terme gardien. Créer une situation initiale avec quelques événements ponctuels qui représentent purement des choses fantastiques qui arrivent, peu importe ce que les personnages font, et puis ça n'empêche pas les personnages d'agir, c'est juste que tout d'un coup il pleut des grenouilles, un truc comme ça. Donc il pose quelques éléments comme ça dans la première partie du jeu. Puis moi j'ai eu un bug, enfin j'en ai beaucoup, mais un qui me semble que j'ai réussi plus ou moins à résoudre, c'est que le but c'est de jouer des gens normaux dans une situation incompréhensible. C'est un peu le but de beaucoup de jeux fantastiques, je crois. Mais en même temps, je voulais jouer rapidement, je voulais faire des one-shots, donc j'ai fait une création de perso très très simple. La création de perso était en fait une technique. Il fallait juste donner un nom, une vague allure, description physique, un petit background, rien du tout. Et hop, on jouait, il n'y avait même pas de feuille de personnage. J'étais très fier d'annoncer, j'ai un jeu de rôle sans feuille de personnage. Puis en fait, je suis un peu revenu là-dessus parce que en fait, les persos étaient souvent très superficiels. C'est-à-dire que c'est des persos qu'on ne connaissait pas vraiment. Il leur arrivait des trucs incroyables. Les premières scènes du jeu, il y a le monde qui change, il y a des monstres qui arrivent éventuellement. Et ils réagissaient, c'est tout ce qu'ils avaient à faire. Donc ils prenaient les devants, ils allaient confronter les cultistes, ils allaient exorciser telle personne, etc. Et puis ça devenait un peu des super investigateurs du paranormal. C'est pas ce que je voulais en fait, je n'étais pas très satisfait avec ça, même si c'était drôle aussi. Et en fait, encore une solution assez simple a posteriori, mais en fait j'ai obligé à ce qu'on crée une vie pour ces personnages. Donc maintenant on doit définir des liens affectifs, c'est-à-dire notamment des personnes auxquelles les personnages sont rattachés, mais aussi une occupation, quelque chose une ambition qu'ils ont, un projet qu'ils veulent mener à bien dans leur vie. Et du coup, si vous avez rien que ça, si vous avez des éléments complètement imprévisibles, incompréhensibles qui arrivent, vous allez voir, plutôt que d'aller forcément enquêter, ce qu'on peut toujours faire, mais on va déjà essayer de protéger ses proches. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vite m'occuper de ma famille ou de mes amis, il faut que je les prévienne, etc. Et puis le côté plus projet, c'est moi je veux absolument finir tel projet de recherche si je joue un scientifique. Ok, mais en fait il y a une situation paranormale qui elle développe. Est-ce que je peux en tirer parti? Peut-être faire des découvertes encore plus incroyables. Et c'est là qu'intervient ce côté, on peut utiliser le fantastique, assez risque et péril, pour progresser plus loin dans les projets de son perso. Et puis on peut toujours attaquer les cultistes si on a. Mais j'ai donc pu créer un peu comme ça plus de cohérence finalement avec mon but initial. Alors je dis pas... un truc important, je préfère préciser, c'est que moi je l'ai vu sous cette grille d'analyse, l'autre personne aurait vu ça disant simplement « mais tes persos ils sont nazes ». Ah ouais, tiens, bon. Différentes solutions, différents chemins pour arriver aux mêmes solutions, moi j'ai eu cette approche. Voilà, j'arrive au bout, je vous remets peut-être... voilà, je pensais que je n'avais pas mis les liens, je les ai quand même plus ou moins mis. Chez les anglo-saxons, ce que j'ai retrouvé assez facilement, c'était donc indierpgs.com/article. Alors là, il y a des articles assez touffus, dont certains sont traduits chez PTG et ptb.fr. Ron Edwards a fait une synthèse de tout ça sous une forme d'espèce de wiki, mais pas vraiment interactif. On ne peut pas trop modifier, mais on peut venir discuter sur son forum privé. Et puis là, ensuite, il répertorie les modifications.
Ça, c'est bigmodel.info, donc il y a ce que je vous ai expliqué et toutes sortes de, de sujets connexes. Le blog de Vincent Baker, où il parle de ses jeux, de ses coups de cœur, mais aussi de ses réflexions personnelles, qui entre-temps divergent quand même, enfin, subtilement, mais carrément de cette façon de voir. Donc c'est vraiment une... Ce que je vous ai présenté là, c'est une grille d'analyse dont moi je me sers encore pas mal, mais il y a pas mal de gens qui cherchent à la dépasser, etc. Il y a aussi Ben Lehman qui avait à l'époque fait une espèce de présentation similaire à la mienne, qu'on peut retrouver en fouillant sur son ancien blog benlehman.blogspot.com. Ceci dit, il y a une partie des articles de Benlehman qui sont sur Ça a été traduit? Ah d'accord, tant mieux. Ben, présente plus d'aller sur PTG. Je peux donner aussi un exemple personnel de comment on a... Enfin, cette grille, elle a ses limites, on va dire. Avec Sylvie, ma compagne, on a écrit un jeu qu'on présente là, tout fraîchement, il est sorti il y a un mois, qui, quelque part, s'inspire quand même de certains jeux qui étaient à la base écrits un peu en contradiction avec une bonne partie des réflexions. Donc certes, je ne vous ai pas forcément expliqué toutes les ramifications de ces réflexions-là, mais à la base, ce jeu disait, en fait, moi je ne suis pas d'accord avec vous sur ça. J'ai trouvé que c'était une des inspirations fondamentales de notre jeu. J'oublie quelque chose? Non? Ouais. Donc, ouais, la grille évolue, ma grille évolue, les gens développent d'autres points de vue, et vous pourrez en trouver d'autres en français qui font leur propre réflexion en ligne. Frédéric Synthèse, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, a un site pour son jeu, mais aussi un blog où il avance beaucoup de réflexions qui prennent racine dans le big model, mais qui vont dans des nouvelles directions que lui mène selon ses intérêts, etc. Il y a aussi le podcast de la cellule, des gens qui parlent dans un micro et qui racontent leur dernier test sur un jeu, ou qui vont prendre un sujet de jeu de rôle et le développer. Donc eux parlent aussi font beaucoup de réflexions sur le jeu de rôle. Il y a aussi un héritage de ça, mais qui prennent aussi pas mal de nouvelles directions. Et puis, cette équipe se retrouve sur un nouveau forum qui a pris le pas sur Silent Drift, qui s'appelle lesatelierimaginaires.com. Il y a toutes sortes de gens qui racontent des parties, qui proposent des projets. Les gens qui modèrent, il y a plusieurs rubriques, donc chacune modérée par l'auteur du jeu dont il s'agit, mais il vous accueille volontiers pour discuter de vos propres projets ou de tout simplement parler de jeux. Voilà, je crois que j'ai fini pour ma part. Je prends volontiers des questions. Le nom de ton jeu. Innommable. Celui qui est sorti. Ah pardon, les petites choses oubliées. Un jeu où on joue un couple sur le bord de la rupture, on raconte ses souvenirs, et la question un peu cruciale, on va dire, du jeu, c'est est-ce qu'ils restent ensemble quand même? Est-ce qu'ils vont s'effacer les souvenirs façon Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est une des références principales? Et puis si ils s'effacent les souvenirs, est-ce qu'ils se retrouvent parce que l'amour est plus fort que tout? Un jeu qui se joue à deux, avec des photos. Le support de jeu, c'est des photos, et puis ça dure 1 heure. Voilà. Donc un jeu complètement bien. Ouais. Le concept de jeu de rôle contemplatif me plaît beaucoup. Et donc du coup, je voudrais savoir s'il serait commun ou s'il est possible de retrouver des traces de jeux de rôle .innommable ou prosopopée. Alors innommable, je ne sais pas si c'est très contemplatif, ça peut le devenir, mais ça peut aussi être assez violent. Prosopopée, en fait, il est publié, donc on le vend à notre stand, mais oui, il est disponible, c'est un jeu publié par son propre auteur, on en a quelques exemplaires. Et j'en parle volontiers plus en détail selon ce que tu veux, très volontiers. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on remercie encore une fois Lisa Fettenson.